Un point qui me tracasse ces jours-ci, c'est une réflexion que j'entends depuis au moins 5 ou 6 ans, voire peut-être presque 10, depuis qu'on est dans cette mutation numérique de l'écrit. Cette réflexion, c'est quasi un miracle que le texte ait pu survivre dans le web ou que le texte se soit implanté comme le média principal du web. Alors attention, le texte est toujours le flux massif principal du web, et notamment dans le code. C'est-à-dire, même si on a une vidéo, c'est du codage binaire, donc un texte, et ce texte sous-jacent s'exprime par ce que nous percevons en images, en flux, en script, en interactivité. Je ne parle pas de ce fondement-là du texte. Je parle de nos usages textuels tels que par les emails, par les SMS, le mot même, nous, on dit toujours SMS dans notre langage courant, mais la plupart, mais même maintenant chez nous ça arrive aussi, je te texte, il me l'a texté. Et puis j'ai l'impression que depuis 1 an, peut-être un petit peu avant, mais pas beaucoup, mais qu'en ce moment ce serait ça la question lourde, qu'on assiste comme de l'intérieur à un autre basculement. C'est-à-dire que ce flux qui passe par le texte sémantique, nos usages textuels, dont le principe autoréflexif fonde la littérature, langage comme réflexion. L'impression que depuis quelques mois, on pourrait être en train d'assister à une balance, une bascule, quelque chose de très sourd, où le texte devient nu. Le texte n'a plus son statut de nécessité pour exprimer ce qui l'a fondé comme texte, qui a fait qu'il s'est déposé sous forme d'écrit, en rouleau, puis sous forme de livre. Je voudrais juste rester quelques minutes sur ces questions-là. Quand je parle de virage progressif, à quoi je pense ? Je pense à ce qui se passe sur Instagram, à ces fonctions d'échange langue, d'échange récit, passant directement par l'image. Ce qui se passe là avec nos outils YouTube, où ce qu'on publie, c'est surgissement de la parole, c'est confrontation à ce réel qui nous entoure sans la médiation, qui en fait texte descriptif. Quelque chose qui me touche peut-être plus, c'est non pas la désaffection des blogs, mais le fait que là, je branche mon appareil et je risque l'aventure de parole, plutôt que de dire je m'attelle à mes notes prises toujours sur mon petit carnet Ulysses, mon logiciel préféré dans le rapport textuel à l'ordinateur. Et puis, je rédige un billet de blog, et cette sédimentation écrite du blog, à vitesse lente, taguée, archivée, reste dans ce cousinage avec le livre et l'écrit, qui a fait qu'on l'a vécu à plein comme aventure littéraire, notre aventure des blogs, et que depuis quelques mois, j'ai plus cette pulsion, j'ai pas le même sens du risque à produire de l'écrit sur blog par rapport à ce que je suis en train de faire, comme pour l'aventure numérique textuelle qu'on mène depuis 15 ans ou plus. L'impression qu'il ne s'agit pas du tout de se plier aux usages ou de s'implanter dans un univers tout simplement parce que pragmatiquement ou arbitrairement il est dominant. Mais non, c'est parce que soi-même, dans son espace esthétique, dans son espace de nécessité propre, on est déjà dans ce bascule. Dire aussi que cette bascule, elle n'est pas forcément neuve. On n'avait pas besoin de la savoir. Quand Proust organise un dîner au Ritz, en choisissant ses invités, mais que lui dîne avant, simplement pour faire la conversation en passant de personne à personne, ou qu'il convoque, c'est des anecdotes de légende. Il y a des marteaux à côté, je suis dans l'école d'art et ils sont en train de préparer
leurs accrochages. Quand il convoque un quatuor de musique, juste là où, dans sa chambre, là où il va écrire plus tard, dans son rapport au téléphone, Lovecraft aussi téléphone énormément. Mais c'était déjà le cas chez Baudelaire, dans sa façon de dire les poèmes à haute voix, de refuser d'avoir une table chez lui, de composer mentalement, comme Rimbaud dans la marche urbaine. C'est des questions qui n'étaient pas neuves, mais on les laissait de côté comme adventices, ou comme un espace de la jeunesse du livre, séparé de la catalyse définitive, et que c'était cette catalyse qui, elle seule, comptait. Ça, par contre, aujourd'hui, on le remet en question. C'est ce qu'on considérait comme étant la genèse évincée par le livre. Aujourd'hui, on en fait notre atelier propre. Ça ouvre des méditations plus en amont. On a beaucoup scruté depuis 15 ans, toujours dans le cadre de cette mutation numérique, ce fait que sur l'ensemble des langues connues, seulement une petite fraction avait choisi le passage à l'écriture. Vous savez, par exemple, les Celtes refusent le passage à l'écriture, alors même que dans l'univers gréco-romain, l'écriture est devenue l'usage dominant et principal. Il y a des choses étonnantes dans les commentaires de Jules César là-dessus. Mais ça nous pousse aujourd'hui à nous interroger sur quelque chose d'encore plus en amont. Qu'est-ce qui fait qu'on est passé à la parole? Ça a l'air bête, mais dans les grottes aborigènes qui remontent à moins 35 000, peut-être je dis des bêtises, je ne suis pas précis dans ce domaine, mais ce qui s'inscrit de mythes, de fondations, de généalogie, passe par l'image et a priori la complexité de l'instance récit ou de l'instance rituelle qui passe par l'usage des parois et l'usage des signes iconiques par les aborigènes n'a pas constitué de corpus équivalent dans la parole. Alors ce passage à la parole, comme tout d'un coup, moi ça fait court-circuit avec Wilhelm Flusser, qui commence son livre pour une philosophie de la photographie sur l'idée suivante: l'écriture, c'est un avatar particulier de la technique de l'image. Et si on resitue l'écriture comme un avatar technique d'une histoire beaucoup plus générale du langage, où l'image a le rôle premier, peut-être que là encore, ce qui nous arrive en ce moment, on peut être fondé à le voir un petit peu différemment. Alors attention toujours, je ne dis pas que le texte soit fini, c'est une maladie un petit peu des produits culturels d'époque. On parle livre numérique, ceux qui prédisent la fin du livre. On examine comment l'histoire doit sans cesse être refaite, recomposée, rescrutée. On nous parle de fin de l'histoire. Et je pense que dans ce contexte général d'anthropocène, de menaces et d'inquiétudes qui nous environnent, c'est un petit peu logique. Par contre, cette question, il y a longtemps qu'on est habitué à l'appréhender comme telle, puisque depuis là encore 15 ans, toutes ces mutations qui se passent, on ne les a jamais vues venir. C'est toujours rétrospectivement qu'on comprend l'intérêt de la DSL, l'intérêt du multi-fenêtrage sur nos ordis. C'est-à-dire que là où cette transition s'effectue, hors de nous, devant nous, sans nous, elle est toujours imprédictible. C'est-à-dire notre rôle pour comprendre ou se comporter dans le présent, c'est plus de bâtir des utopies, longtemps qu'on connaît le concept d'utopie négative. Il est de revenir scruter les transitions précédentes, souvent qui n'ont pas été appréhendées comme telles, pour essayer simplement de redéployer des paramètres d'un présent qui ne donne pas de direction. Si on l'influe ou si on l'impulse dans une direction, c'est l'autre qui va s'imposer. Et cette notion d'imprédictible, évidemment, quand je parle de cette mutation, c'est autrement qu'il faudrait le dire. Qu'est-ce que je cherche à désigner? Le fait que depuis 10 ans, on s'imagine que le texte a retrouvé son statut de
support, de champ, de médias inchangés ou dominants dans nos échanges web, même si la partie du code, c'est une masse énorme de textes. Ce qu'il nous faut apprendre à percevoir, c'est que ce qui faisait pour nous du texte l'élément essentiel dans ce qui circule et nous fonde comme communauté, en tant qu'écrit, et plus largement en tant que parole en amont de l'écrit, n'est plus le seul média avec cette fonction, dans cet échange qui nous fonde comme communauté, parce qu'on reçoit, qu'on énonce, qu'on montre, qu'on travaille le sens en renversant, en critiquant, en établissant le sens. Ce qu'il y a de fabuleux dans le dernier bouquin de Didier Huberman. Le visible, il est là. On ne cherche pas à aller chercher ce qu'il y a de l'autre côté du visible. On cherche à comprendre ce qui nous sépare du visible. Ça entraîne d'autres bascules qu'on ne va pas explorer d'un seul coup. Quand les rouleaux ont commencé à circuler, à se répandre, l'espèce de chose collective qui s'appelait Homère, qui s'était stabilisée dans une sorte de nuage retransmise de façon par ces êtres, ces personnes souvent aveugles qui circulaient de village en village selon la légende, peut-être qu'on simplifie un peu là aussi. Lorsqu'il s'est agi de déposer sur rouleau, ça s'est stabilisé, c'est devenu texte autonome, et petit à petit, quand l'univers du sujet s'est développé, on a appliqué à cet univers autonome une idée d'auteur singulier, alors qu'il s'agissait simplement de procédés collectifs. Mais puisque ça s'est composé avant l'écrit, les processus même de mémorisation, de composition, voire même l'instance narrative qui permet de relier une masse de complexité débordant la pensée d'un seul, tout ça c'est lié à cette apparition du support. Quand nous, aujourd'hui, on... Oui, j'écoute. Allô? Oui. Je reprends, mais bref. Oui, maintenant qu'on explore ces nouvelles voies de publication qui se dispensent de la sédimentation écrite et d'une circulation qui s'extrait de nous-mêmes et rejoint l'autre, diffuse dans l'espace et le temps, parce qu'elle est un volume écrit indépendant, mais se publie tel quel, en particulier par cette instance vidéo. En quoi, rétrospectivement, ça va nous rechanger aussi ce statut collectif de l'auteur, en quoi ça va changer aussi nos statuts de la mémorisation dans la composition. Et ce qui induit que... Qu'est-ce qu'on a à transmettre? Comment on doit relire? Rappelez-vous comment Philippe Soupeau parle de Lautréamont. Il en parle comme de quelqu'un qui, la nuit, au piano, plaque des accords en déclamant. Cette instance de Lautréamont, évidemment, personne n'en a d'archives. On a juste cette légende transmise par Philippe Soupeau, puisqu'il n'y a pas eu, que je sache, de transmission ou de contact direct. Il y a juste une probabilité que cette chose soit fondée, et puis c'est l'instance de la phrase de Soupeau qui la rend simplement crédible. Mais nous, si on revient à ça, plaquer des accords et improviser, sans même que déposent les poésies ou les chants de Maldoror, mais qu'ils existent dans ce surgissement même, qu'est-ce que ça va changer à nos formes littéraires pour le présent, mais qu'est-ce que ça va changer à ce qu'on va emmener avec nous de l'histoire au passé? Le livre, objet ergonomique considérablement complexe, permet d'entraîner avec lui la totalité de son histoire, en la recomposant continuellement. Si vous allez sur Gallica, que vous relisez des livres de 1930, des livres de 1860, prenez les différentes éditions des Fleurs du Mal, il y en a une quinzaine sur Gallica. On ne saurait plus lire. Le livre reproduit toujours son actualité. Comment notre instance, là, qui devient flottante, qui explore l'instance même de la transition, le mur vertical de cette transition, où peut-être un monde s'effondre, mais précisément
qu'on choisit d'être là où ça s'effondre, parce que là aussi, peut-être, est le nouveau ou ce qui sauve, pour reprendre le vers de Hölderlin. Là où croit le danger reste ce qui sauve. Dans le bazar de Cergy, cette salle où je travaille à cause des 15 ordinateurs, lieu qui légitime cette instance du dire numérique. Et si on avait à apprendre à partager ce qui nous fonde et ce qui nous relie depuis toujours, alors même que l'instance du texte se dissout ou se distend pour nous laisser nus avec notre parole, nos images, nos signes, voire notre appel.